Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi pour ce nouveau webinaire Second Souffle. Second Souffle, nous développons la capacité à rebondir des entrepreneurs en difficulté. De la micro-entreprise à la PME, nous accompagnons les entreprises dès leurs premières difficultés jusqu'à leur rebond, avec ou sans leur entreprise, gratuitement, sans limite de temps et sans aucun critère de sélection. Toutes nos actions au quotidien avec nos bénévoles, avocats, coachs, experts comptables, experts métiers, et d'apporter l'accompagnement individuel nécessaire à l'entrepreneur en difficulté. Et puis aussi nos actions avec nos jeudis du second souffle, nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations, nos webinars et nos webinars Instant Coach, bien sûr. Aujourd'hui, ça fera bientôt 11 ans que nous existons. Second Souffle est présent dans 33 métropoles, dans 33 villes en France et en métropole, et aussi en Outre-mer. Voilà, je vais y arriver. Et nous sommes reconnus d'intérêt général. Voilà, je vous explique, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme de ce webinaire, vous avez sur la partie droite deux onglets, le chat pour discuter entre vous, entre nous, un onglet questions pour poser vos questions. Posez-les bien dans l'onglet questions, s'il vous plaît, sinon on les perd dans le chat. Et puis pour poser votre question, vous avez un gros bouton bleu en bas. Donc vous cliquez sur questions, gros bouton bleu en bas. Et puis vous pouvez également voter aux questions des autres que vous trouvez pertinentes. Donc pour cela, vous cliquez à gauche de la question sur la petite flèche, ça fait un vote. Et attention, si vous repliquez dessus, ça annule votre vote. Des petits soucis techniques, vous avez un lien tout en haut. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Carole Rapin et également une deuxième invitée. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Bonjour Carole. Bonjour, j'arrive, ma caméra se met péniblement en marche. Voilà. Bonjour William. Et Delphine, on n'a toujours pas de caméra pour l'instant. Soit une question de débit. Ça y est, la voilà. Bonjour William, bonjour Carole. Bien, donc aujourd'hui on va parler, savoir si on est prêt à se lancer dans l'entrepreneuriat. Comment s'autoriser à entreprendre, construisez votre prochaine vie d'entrepreneur. Vous le savez tous depuis un an, ça a donné des idées à certains. Et si je me mettais à mon compte, voilà. Eh bien, écoutez, on va tout vous expliquer, surtout Carole d'ailleurs. Mais Carole, avant, va se présenter, raconter un petit peu son parcours étonnant. Ok. Donc Carole Rapin, je suis maintenant consultante en stratégie du développement auprès des entrepreneurs et plus particulièrement des commerces de proximité. J'ai 54 ans, 4 filles, diplômée de Sciences Po Paris initialement, 20 ans dans les ressources humaines, le management, l'organisation du travail, dont 13 ans en tant que consultante salariée. En parallèle, j'ai démarré une activité de créatrice de bijoux, j'ai été labellisée métier d'art, donc j'en ai fait un second métier. Et à travers les bijoux, j'en suis venue au virage de la quarantaine à ouvrir ma boutique dans une petite commune du Nord-Vendée de 3000 habitants, donc une boutique de mode où je vendais aussi mes bijoux. Et donc j'ai démissionné de mon activité de cadre salarié pour ce projet. J'ai développé cette boutique pendant 10 ans. Et je l'ai transmise en décembre 2019, donc avant le drame, pour en fait faire la synthèse des 30 ans de mes 30 ans de carrière. Et donc je suis retournée au conseil avec du coup un accompagnement auprès des entreprises, entrepreneurs et donc commerce de proximité, à travers donc porteurs de projets que j'ai fondé, voilà, en janvier 2020. Donc porteur de projet, c'est une entreprise, c'est ta société. Oui, c'est ma société, je suis indépendante, voilà, et en deux phrases, j'accompagne donc les entrepreneurs et plus particulièrement les commerces de proximité, mais pas seulement, dans leur création d'entreprise et le développement de leur entreprise. Donc la création, ça peut être de niveau, soit tout en amont, trouver, clarifier son idée, soit quand on est clair sur le quoi et le pourquoi, le comment, c'est-à-dire comment je mets concrètement en œuvre mon activité. Et puis sur le développement d'entreprises, là sur les entreprises qui sont déjà installées, je mets en place toutes les stratégies pour faire venir et revenir les clients sans avoir à les attendre. Bien. Et donc quel type de clientèle tu touches exactement? Alors je touche vraiment des petites structures. Je vais jusqu'au PME, mais c'est vrai que mon cœur de cible, ce sont plus des indépendants, des solopreneurs, dans
plein de corps de métier, en fait. Alors, j'ai la partie commerce où, du coup, voilà, j'ai ces 10 ans d'expérience. Mais sinon, j'ai la chance d'accompagner des activités très variées. Chevrière, donc éleveuse de chèvres, coiffeuse, ça c'est la partie commerce. Tout ce qui est autour des médecines douces, en fait, j'ai du monde qui vient vers moi sur ces métiers-là. Des artisans aussi, voilà. Donc en fait j'ai une diversité et une richesse de métiers. Voilà, là j'ai une intervention dans le monde vétérinaire aussi qui va démarrer. J'adore la diversité et je suis curieuse de tous ces métiers-là. Bien. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer, donc, tu as deux activités dans Porteur de projet. Et les porteurs de projet pour les aider justement à entreprendre. Oui. Et la deuxième activité, c'est le développement de leur activité. De leur activité, comment ça se passe donc parce que le sujet du jour, c'est comment s'autoriser à entreprendre. Oui. Donc, je suppose qu'il y a des gens qui te contactent, qui te disent, moi, je suis salarié, mais j'y pense. Oui. Et comment ça se passe après donc? Alors, en fait, il n'y a pas que des salariés, il y a aussi des entrepreneurs qui viennent vers moi. C'était une des surprises, en fait, de l'année 2020. Donc, c'est un petit peu différent parce qu'effectivement, quand il s'agit de salariés, ce sont des gens qui, la plupart du temps, n'ont jamais eu d'activité entrepreneuriale. Donc, il y a vraiment tout un travail autour de ce que ça veut dire être entrepreneur, le mindset, l'état d'esprit, ce que ça implique aussi dans leur vie personnelle, leur faire prendre conscience de tout ça. Quand ils ont déjà été entrepreneurs, on est souvent sur un nouveau projet. Alors, pas forcément à la suite d'un arrêt. Ça peut être une activité qui est encore en cours, mais dont ils ont un peu fait le tour. Ils ont envie de recréer du projet. Donc là, on repart sur la création d'un nouveau projet. Ces gens-là, forcément, sont plus aguerris à tout ce qui touche à la dynamique de construire sa société, comment travailler de manière indépendante, etc. En fait, la manière dont ça se passe, c'est que j'ai toujours un entretien de démarrage pour essayer de bien comprendre le besoin de la personne. Et de voir avec elle ce qu'elle a envie de faire. Et selon les cas, la plupart du temps, pour l'instant, quand ce sont des salariés, on en est au niveau de l'idée. Donc, c'est la première phase amont dont je parlais. On va travailler sur trouver son idée, clarifier son idée, arbitrer entre plusieurs idées. Donc là, j'ai un accompagnement qui se fait en général sur 6 semaines, où on va vraiment prendre du recul par rapport à la situation de la personne. Et j'ai créé un accompagnement complètement à ma patte, en fait, qui mélange différents outils pour arriver à ce que la personne, au final, soit en position de décider si elle a envie d'aller plus loin et de monter son projet, ou si finalement, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le lieu, ou finalement, elle ne se sent pas l'âme d'un ou d'une entrepreneur. Donc, mon objectif, c'est vraiment que la personne ait toutes les cartes en main pour prendre ses décisions. D'autres personnes m'arrivent avec une idée qui est déjà claire. C'était le cas de Delphine, qui pourra en témoigner. Et là, on va travailler sur le comment, c'est-à-dire comment concrètement on va monter son projet et avoir tout un cheminement pour partir de l'idée jusqu'à de l'idée déjà prête, mais qu'on va travailler dans l'écriture, et ensuite le montage du projet jusqu'à la création, jusqu'à l'ouverture et la mise en œuvre des prestations ou des produits, de la vente de produits en fonction de ce dont il s'agit. J'ai une question, Carole. Pourquoi est-ce que des entrepreneurs qui sont déjà encore en activité viennent te voir pour monter une deuxième activité, alors que normalement, ils devraient déjà tout savoir, soi-disant? Ça, c'est drôle parce que je pense que Delphine pourra témoigner de ça aussi. Parce que déjà, quand on est entrepreneur, et je le vois pour moi aussi, je pense que l'accompagnement, c'est fondamental en fait. Et je pense que c'est un chemin qu'il faut tout le temps réemprunter. Donc, par exemple, moi, je travaille aussi avec des coachs qui m'accompagnent sur certains aspects. Donc, c'est pas parce qu'on est déjà entrepreneur ou qu'on l'a déjà été qu'on est totalement autonome dans sa démarche. On va connaître certains aspects, mais peut-être que sur la nature de l'idée, est-ce que cette idée, elle est pertinente? Est-ce qu'elle est viable? Et surtout, est-ce qu'elle correspond à ce qui me fait vraiment vibrer moi? Eh bien, il y a des gens qui hésitent entre plusieurs idées, ou alors qui n'ont pas un aboutissement complet dans le projet qu'ils ont déjà mené et qui ont envie vraiment d'évoluer sur un sujet différent. Et quand l'idée est vraiment différente, quelque part, il faut tout reconstruire. Donc, eux, ils auront probablement beaucoup moins besoin d'aide sur le comment, mais sur le quoi, le pourquoi, la rédaction de l'idée du projet, eh bien, en fait, si, il y a des besoins.
Et je pense que l'effet miroir est toujours très important. Je connaissais déjà la réponse, hein, mais merci Carole. C'est aujourd'hui le 83e ou 84e webinar que je fais depuis plus d'1 an, hein, entre les webinars, les instants coach et puis les journées 24 heures. Je crois qu'on le dit à chaque fois, et je suis sûr même de l'avoir dit encore la semaine dernière, savoir s'entourer, c'est primordial, que ce soit à la création de son projet, pendant son activité, et surtout, malheureusement, quelquefois aussi après. Ouais. Et donc, vous voyez, même des chefs d'entreprise, ben, ils viennent consulter quelqu'un pour également être entourés, pour pouvoir, comme tu le disais, être épaulé sur quelque chose, sur des idées ou autre. Donc, savoir s'entourer, c'est ultra important, messieurs, dames. Hein. Si vous êtes en porteur de projet actuellement, n'hésitez pas à aller voir des associations, à contacter Carole. Mais il faut absolument être accompagné, c'est très important. Quels sont les points de vigilance à avoir quand on veut monter son entreprise? Quelles sont les erreurs que tu rencontres le plus souvent quand les gens te contactent? Alors, une erreur assez fréquente qui a été soulignée que je retrouve aussi dans des ouvrages liés à la question, c'est de se dire moi je sais bien faire ça. Voilà, par exemple, je suis salariée, je prends n'importe quel exemple, je suis pâtissier, je suis un super bon pâtissier, donc un bon technicien, et donc je vais créer ma boîte. J'ai eu une prospect comme ça. Alors, c'était dans le métier du vêtement. Elle était vendeuse en boutique de vêtements et elle s'est dit, voilà, je suis c'est vrai, très bonne vendeuse. Elle connaissait du coup le contexte, l'environnement, etc. Elle dit, je vais ouvrir mon commerce. Voilà, j'ouvre ma structure. Donc, comme elle connaissait, elle avait le sentiment de connaître, pas d'études de marché, pas de prospection du tout, enfin, en fait, en gros, elle a quitté son job et elle a ouvert sa boutique on-off. Et ça a été un échec en fait parce qu'elle n'avait pas défini à qui elle s'adressait, elle savait pas qui elle touchait, elle connaissait pas la partie gestion d'entreprise. Et c'est pas parce qu'on est un très bon technicien qu'on est forcément spontanément, immédiatement un bon entrepreneur. Donc, il faut avoir les différents points de vue. Et dans l'accompagnement que je mène, c'est vraiment quelque chose sur lesquels j'emmène les gens, c'est-à-dire de voir, OK, au niveau des compétences techniques, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais sur les compétences managériales et sur les compétences entrepreneuriales. Alors, quand je dis compétences, ça peut être compétences ou talent ou aptitude. Hein, après, il y a plein de subtilités. Mais en tout cas, de vérifier que voilà, c'est pas parce que vous savez faire des bons gâteaux dans la boulangerie où vous êtes salarié que vous saurez tenir une pâtisserie ou une boulangerie. Absolument. Moi-même, je fais d'excellents gâteaux. Mais, Moi, non. Et tu m'avais raconté aussi une personne que tu avais suivie qui avait fait ses prix sans prendre en compte tout ce qui se passait après. Oui, absolument. En fait, ça, c'est une autre difficulté. Effectivement, c'est la construction de l'offre et la construction des prix. Alors, c'est particulièrement vrai sur les métiers, je trouve, enfin, c'est mon ressenti, hein, les métiers soit de création, comme l'artisanat d'art, ou les métiers de prestation de services, par exemple, je pense dans les médecines douces, c'est-à-dire où on fait une prestation qui vient de soi. Voilà. Et les gens, par exemple, il y a beaucoup de gens qui s'installent comme énergéticiens, qui ont fait des formations ou qui ont un talent particulier. Ou quand on crée ses bijoux, hein, parce que j'en ai vu plein autour de moi, tout ce qui vient de notre production personnelle, c'est très difficile, je trouve, pour cette population de fixer objectivement ses prix. Et c'est globalement toute la partie vente est un petit peu complexe parce que ça vient de soi, il y a un petit bout d'âme, voilà, quelque chose qui traverse à travers la prestation de produit qui est offert. Et de ce fait, il y a vraiment une difficulté à savoir calculer ses prix et à accepter que si on ne vend pas, c'est pas un rejet de soi, il y a une distanciation à faire. Alors, c'est pas parce que vous achetez pas vos bijoux qu'on vous déteste vous. Je caricature, mais vraiment, j'ai vu beaucoup de situations comme ça dans l'artisanat d'art. Et je trouve que les métiers autour des médecines douces sont un petit peu dans cette problématique aussi. Donc, il y a tout un travail aussi sur le fait que, eh bien, on est dans du business. Et pour moi, c'est pas un gros mot. On est dans l'entreprise. Et l'objectif premier de l'entreprise, c'est de gagner de l'argent. Et gagner de l'argent, ça n'a rien de honteux. Ça permet de faire du bien aussi autour de soi. C'est pas forcément un gros mot. Si on ne veut pas gagner de l'argent, alors on peut
faire des choses qu'on aime avec passion, etc., à travers d'autres modes que sont le monde associatif ou le bénévolat. Mais si on crée une entreprise, il faut accepter qu'il y ait une dynamique financière. Et là, il y a aussi des personnes pour lesquelles il faut accompagner sur cette démarche et leur faire prendre conscience aussi de la valeur de leur apport, de leurs compétences, de leurs prestations, de leurs produits. Oui, puis ils n'ont pas pensé à calculer tout. Ils savent pas, ils avaient oublié de penser qu'il y avait des charges à la fin du mois. Il y avait des. Oui, oui, je vois à qui tu fais allusion. Oui, alors oui, il y a des personnes qui confondent un peu, enfin qui gèrent un peu, je dirais, je sais pas comment je pourrais dire, parce que c'est même pas un mode familial, c'est effectivement sans avoir pris en compte toute la dynamique économique d'une entreprise. Donc c'est à ça aussi que sert de faire comment dire, un business plan financier. Donc moi, dans mes accompagnements, je travaille sur les hypothèses du business plan financier. Je ne le valide pas parce que ce n'est pas de mon ressort, c'est vraiment du ressort d'un comptable. Mais je trouve que le travail vraiment sur les hypothèses, en revanche, est très pertinent parce que parfois les comptables, eux, à mon goût, en tout cas c'est mon expérience, vont un peu vite sur les hypothèses sans avoir forcément le détail de toute la mécanique qui est derrière. Et ça permet de prendre en compte tous les éléments. Et notamment, au-delà des charges, d'intégrer des éléments qui sont primordiaux à mon sens quand on est entrepreneur, comme avoir une prévoyance, parce que ça aussi c'est une des choses où beaucoup d'entrepreneurs n'y pensent pas. Et pour entendre des commerçants qui m'ont dit en face à face, ah non mais moi je serai jamais malade, si un jour tu peux te casser les deux jambes en sortant et ne pas pouvoir venir à ta boutique, et comment à ce moment-là on se met en sécurité en fait pour voilà, travailler sereinement et être protégé en cas de pépin. Oui, puis on ne sait jamais, une pandémie est si vite arrivée. Si vite. Alors, je suis salarié, j'ai une idée, j'ai envie de monter ma boîte. Comment ça se passe si je te contacte? Bon, ça se passe très bien. Eh bien, moi, je vais proposer un parcours que j'ai vraiment donc construit. Je travaille avec, enfin, je ne sais pas, je travaille avec une méthode, c'est que j'ai découvert que ce que j'avais pratiqué et vu qui fonctionnait autour de moi a été théorisé. C'est la théorie de l'effectuation qui a été en fait posée par une chercheuse indienne qui s'appelle Saravasti, j'écorche pas son nom, et qui est popularisée en France par Philippe Zilberzan. Et en fait, cette chercheuse, elle a observé comment fonctionnaient les entreprises qui marchaient bien. Alors, pas forcément des grosses boîtes, mais aussi des tout petits. Et il y a vraiment des principes d'action que l'on retrouve. Et en découvrant cette théorie, je me suis rendu compte que c'est exactement comme ça que j'avais créé ma boutique, parce que quand j'ai créé ma boutique, j'avais des petites expériences d'entrepreneur, mais voilà, à petite échelle. Et là, je passais vraiment un cap au-dessus. Et en fait, je trouve que c'est beaucoup de bon sens, mais c'est très, très important. Donc, le chemin, c'est les 5 principes, mais qui sont vraiment une réalité, c'est de un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras, c'est-à-dire de démarrer avec ce qu'on a. D'accord, voilà, de faire le tour de ce dont on dispose, soit autour de soi, ses ressources. Et quand on parle de ressources, c'est pas seulement financière, c'est aussi tous les partenaires, les personnes qui peuvent nous apporter des choses, enfin, voilà, tout l'ensemble des ressources. Ensuite, agir en perte acceptable, ça veut dire prendre un risque mesuré. Et ça, je ne cesse de le répéter là aussi dans les gens que j'accompagne. Pas question de mettre en péril son patrimoine personnel. Pas question de passer 3 ans à monter un projet quand on a 2 ans d'indemnité chômage. Si on est au chômage, comment on gère aussi cette question des indemnités chômage, les différentes stratégies qu'on peut utiliser. En tout cas, prendre un risque mesuré qui fait qu'on se dit, ouais, OK, pour travailler sur ce projet, je dégage, j'accepte d'y consacrer tant de temps, tant d'argent. Le troisième point, c'est le patchwork fou. Le patchwork fou, ça revient à ce qu'on disait. C'est-à-dire, on peut créer son entreprise tout seul, mais on ne peut pas la développer tout seul. Et en fait, même en création, c'est hyper important de travailler avec des partenaires. Alors, il y a la partie accompagnement dont on a parlé, et au-delà de ça, d'identifier tous les partenaires qui vont pouvoir venir alimenter le projet, le co-construire. Et dans ces partenaires, on peut inclure les premiers clients, même si on n'a pas créé sa société. C'est vraiment très astucieux et très intéressant d'avoir ces premiers clients en préalable et de tester un certain nombre de choses pour co-construire. Le quatrième principe, je l'ai peut-être dans le désordre, c'était peut-être le troisième, peu importe,
C'est le principe de la limonade. Ça vient d'une expression anglaise que voilà, si l'univers vous envoie des citrons, bah n'essayez pas de faire des orangeades. Et donc ça, c'est tirer parti des opportunités. Et c'est quelque chose que j'ai pas mal mis en exergue sur la période justement de la pandémie et des confinements, parce que notamment chez les commerçants, alors personnellement, je considère qu'une crise est toujours une source d'opportunités avant tout. Et on a vu des commerçants qui ont su saisir des opportunités pour évoluer, se développer et qui ont travaillé et qui ont fait du chiffre alors qu'ils étaient fermés. Donc là, c'est un exemple. Mais en fait, toujours être ouvert sur les opportunités et au lieu de subir, agir. Et ça, c'est le 5e principe, c'est le pilote dans l'avion, c'est-à-dire créer son contexte. Et cette théorie de la fluctuation met bien en avant, et ça c'est aussi une conviction très personnelle, qu'il y a toujours moyen d'agir. On est toujours créateur de son chemin, et que même si le contexte est très difficile, même si, il y a toujours moyen de se mettre en action. Et quand on se met en action, en fait, eh bien, on contrôle son contexte, donc on a une réduction de l'incertitude, puisque tout est incertain, on ne sait pas ce qui se passera demain. Mais si on agit, eh bien, quelque part, on met en route un processus qui fait qu'on va réduire cette incertitude. Donc, concrètement, mon accompagnement s'appuie vraiment sur ces étapes. Je les ai moi-même expérimentées et c'est ce qu'on appelle le chemin donc effectuel par rapport à l'approche causale. L'approche causale, c'est vous avez un but, donc vous voulez mettre en place telle entreprise avec telle chose et derrière, vous mettez en place les différentes étapes et les moyens pour y arriver. Ce sont les chemins qu'on trouve vraiment de manière classique dans les CCI, les accompagnements BGE, etc., où il y a un but, il faut remplir bien toutes les cases et mettre tout en ordre avant d'arriver. Le problème, c'est que quand on procède comme ça, le moment où on arrive, le contexte a déjà changé et il y a déjà des cases qui ne sont plus tout à fait justes. Donc, l'approche causale, c'est vraiment agir l'approche effectuelle, c'est vraiment agir par petites touches, expérimenter, reculer si ça ne va pas, réavancer et dérouler ainsi son chemin jusqu'à construire quelque chose qui se développe plutôt que de viser quelque chose de parfait auquel on n'arrive jamais. C'est clair ? Ben, moi, j'ai compris ce que vous avez compris, vous, mesdames, messieurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Et donc, tu as invité avec toi aujourd'hui Delphine, qui est une personne que tu accompagnes aujourd'hui. Oui. Et donc, comment ça se passe entre vous, je dirais, comment ça s'est passé le premier contact, Delphine? Pourquoi avoir contacté Carole? Je ne sais pas quand d'ailleurs, c'était il y a combien de temps? Un an? Alors moi j'ai contacté Carole il y a à peu près un petit peu plus d'un an. Alors pour expliquer, moi j'ai déjà été à mon compte pendant plusieurs années en tant que fleuriste. Et après j'ai été aussi décoratrice d'intérieur. Et sur la partie décoratrice d'intérieur, ça n'a pas fonctionné du tout. Donc j'ai arrêté et aujourd'hui je suis salariée. Mais je suis en cours de départ parce que je veux vraiment me relancer dans l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, via mon expérience, il serait bien que je trouve quelqu'un qui m'accompagne pour que ça fonctionne et pas que je me retrouve comme avec la déco ou voilà, bec dans l'eau. Donc j'ai rencontré Carole. C'était une cliente à moi en fait quand j'étais fleuriste. Donc voilà, j'ai appelé Carole, je savais qu'elle faisait ça. Et du coup, elle m'a permis. Alors le projet, moi je l'avais. Ça, c'est clair, je sais vers quoi je veux aller. Après, c'est toute la structure à l'intérieur où, franchement, je sais pas faire. Moi, je suis une créatrice, j'aime les gens, voilà, ça s'arrête là. Après, la structure, ça me dépasse en fait. Donc, Carole a vraiment été là pour structurer mes idées, me donner d'autres idées, m'entraîner aussi vers autre chose que je n'avais pas pensé. Et en fait, le lien a été excellent, un binôme hors pair. J'avais les idées et Carole, elle était derrière son ordi et pof, 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 elle tapait tout ce que je disais. Et ça, c'était excellent en apportant aussi ses mots à elle. Au niveau de la production, de l'écrit et de la constitution de ma future entreprise, je dirais waouh, génial. Quand tout a été fini, Carole m'a envoyé la production de ce qu'on avait fait ensemble.
Je vous assure, j'ai vu ça un matin au petit-déj. J'étais scotchée. Mais on a été d'une perspicacité, d'une efficacité. J'en ai même surprise moi-même, en fait. C'est génial. Enfin, elle a vraiment su mettre en forme ce que je suis, moi. Parce que moi, je vais vers ma nouvelle entreprise, c'est vers la médecine douce, enfin voilà. Donc, c'est profond, c'est important, ça vient de moi, de mes tripes, je dirais. Et Carole, elle a vraiment su rentrer là-dedans et mettre bout à bout tout ce que j'avais en tête et que je n'arrivais pas à structurer et à mettre en forme, en fait. Voilà. On a fait une étude de marché aussi qui a été d'une efficacité hors pair où j'ai pu orienter mes choix dans ce que je vais faire, comment cibler ma clientèle, avec quel outil, quelle façon, des choses sur lesquelles j'aurais jamais été. Enfin, tout a été d'une fluidité. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que Carole a une énergie, une dynamique toujours joyeuse qui est, voilà, c'est extraordinaire. Tout va toujours bien, quoi. Même il y a une empathie. Enfin, voilà, tout. Enfin, faites confiance à Carole. Elle est, pour moi, ça a été le déclic. Et aujourd'hui, ma société n'est pas lancée, mais je suis sûre du résultat parce que je sais où je vais. J'ai tout dans mes boîtes là et j'attends qu'une chose, c'est que ça éclose au grand jour et que je puisse foncer, quoi. Donc merci profondément à Carole, elle m'a vraiment été d'une aide, la providence. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta demande, William. J'ai évidemment payé Delphine très cher pour dire tout ça. Oui, enfin, moi, la seule chose que je retiens, c'est qu'en fin de compte, la plus grande qualité de Carole, c'est qu'elle s'est tapée sur un ordinateur. C'est ça. Et elle sait aussi lire dans ton esprit et dans quoi tu veux aller. En fait, pour reformuler ça avec mes mots, en fait, ce que j'adore faire, et vraiment pour lequel je pense que j'ai un petit talent, c'est pousser les gens dans leur retranchement, en fait. Donc, ne jamais se contenter des premières productions, des premières idées, mais d'aller creuser vraiment. Et c'est vrai que le travail fourni avec Delphine a été top. Là, je suis en train de faire un équivalent sur un autre métier qui n'a rien à voir, qui est du service d'aide à la personne, quelqu'un qui veut créer sa société de service d'aide à la personne. Mais c'est la même démarche à chaque fois de pousser les gens dans leur retranchement, de les emmener ailleurs. Et ça, c'est génial parce que les gens sont très riches, en fait. Donc, ça fait sortir leur richesse. Moi, je voudrais souligner ce qu'a dit Delphine tout à l'heure, et qui me paraît aussi une chose très importante, que souvent de futurs chefs de projet, chefs d'entreprise, porteurs de projets oublient de faire, c'est d'écrire, de mettre noir sur blanc leur projet. Comme tu disais, Carole, tout à l'heure, il y a des gens qui partent de leur boulot de salarié du jour au lendemain pour ouvrir une pizzeria ou un kebab. Je sais faire, c'est bon. Et ils oublient de mettre tout ça par écrit. Et c'est quand on écrit sur une page blanche qu'on se rend compte, au fait, j'ai dû oublier ça, j'ai pas pensé à ça. Et voilà, c'est quelque chose que j'explique à chaque démarrage de mission. Alors moi, je suis de culture littéraire en plus, donc j'attache beaucoup d'importance à l'écrit. Mais en réalité, de culture, pardon, j'ai pas entendu culture. Culture littéraire. Ah, j'avais compris nucléaire. Non. Bon, un petit peu quand même, parce que ça explose. Alors, je parle vite en termes d'énergie. Mais en fait, le fait d'écrire, ça fait passer du rêve à la réalité. Ça incarne le projet. Et entre ce que les gens ont dans la tête, parfois j'entends « Ah non, mais moi j'ai tout dans la tête. » Ok, on va le poser. Et alors là, l'étape, surtout pour ceux qui disent ça, en fait, l'étape est encore plus dure. Parce que ça veut dire qu'en fait, c'est quelque chose d'un peu brumeux ou mousseux, voilà, ça reste à l'état de rêve. Parfois, ce sont des rêves qui viennent de loin, des gens qui ont envie d'aller à quelque chose qu'ils avaient envie de réaliser enfant. Mais quand il faut l'écrire, là, on ne peut plus faire des approximations ou des flous, on est obligé d'être précis. Et c'est ce qui fait avancer le projet à grands pas, en fait. Et donc, raconte-nous, toi, Carole, de ton côté à toi, comment ça s'est passé avec Delphine, par exemple? Ça s'est excellemment bien passé. On a compris, on a tous compris. Ça s'est excellemment bien passé parce que
parce que Delphine est quelqu'un qui se laisse aussi embarquer, qui n'a pas de résistance au changement. Alors, ça arrive que dans des missions, il y ait parfois des points de résistance. Mais bon, je les sens tout de suite. Donc après, on travaille là-dessus parce que s'il y a un point de résistance, c'est aussi lié à une histoire ou comment ça s'explique. Est-ce qu'on passe par-dessus? Est-ce que c'est un frein pour le projet? Donc Delphine, c'était pas le cas. On a vraiment travaillé main dans la main. Et en fait, le travail d'écriture en particulier qu'elle évoque, c'était la construction de son offre. Et donc, c'est à la fois, moi, j'apprends aussi beaucoup à chaque mission parce que forcément, j'accompagne des gens dans des métiers différents. Et même si à travers mon métier de consultante, j'avais à l'époque accompagné aussi beaucoup de métiers différents. Donc, j'ai une certaine culture dans plein de domaines différents. J'ai beaucoup de réseaux, donc je trouve toujours des gens pour m'éclairer aussi sur les métiers. Si j'en ai pas, on va en chercher. Mais l'intérêt, c'est que grâce à Delphine, j'ai aussi appris beaucoup de choses sur le domaine qu'elle va occuper et brillamment occuper, j'ai pas de doute. Et donc, c'était aussi intéressant parce qu'à travers l'étude de marché, alors moi, je fais pas une étude de marché forcément, je vais dire classique. Il y a rien de vraiment classique dans mon parcours que je propose. Donc, l'étude de marché, c'est une étude qui est très orientée sur le besoin utilisateur, les attentes utilisateurs, enfin clients plutôt, je vais plutôt dire clients qu'utilisateurs. On est pour l'informatique. Et donc, à travers ces questionnaires que je travaille avec mes clients, eh bien, moi, j'apprends aussi à bien connaître les besoins des clients, de ces entrepreneurs. Donc, c'est aussi très riche pour moi. Et puis, en fait, à chaque mission, donc ça a été le cas pour Delphine et c'est le cas pour ceux que j'accompagne aussi maintenant, à chaque mission, moi, j'enrichis aussi mes supports, mes outils, mes exercices, les travaux que je propose. Je fais une enquête de satisfaction à la fin, donc Delphine ne l'a pas encore eu, vu que c'est pas encore fini, vu qu'on attend qu'elle puisse partir. Je sais pas si elle sera satisfaite. Ouais, j'ai un petit doute. Mais là, par exemple, ma dernière enquête de satisfaction, j'en ai les deux dernières sur la partie amont, donc pas la partie Delphine, mais la partie trouver son idée, etc. Les deux accompagnements que j'ai faits, j'ai eu 10 sur 10. Donc, top, quoi. Ça veut dire que. C'est dingue ce qu'on peut faire avec l'argent. Oui. Donc après, je pense que l'accompagnement, on est d'accord que il y a un vrai feeling avec la personne. Voilà, je pense que je ne conviens pas à tout le monde, clairement. Je pense que n'importe quel client ne me convient pas non plus. Il faut que les énergies, elles se rencontrent. Donc ça a été le cas avec Delphine, c'est le cas avec tous les gens que j'ai le bonheur d'accompagner. C'est une confiance réciproque en fait. Voilà, et ils doivent me faire confiance et moi je leur fais confiance aussi pour travailler et pour avancer. Donc parfois, quand il y a des coups de mou, je relance, j'appuie, je suis là aussi pour épauler, quoi. C'est un vrai travail d'accompagnement. Moi, je ne suis pas formatrice, je suis consultante et avant tout, je fais de l'accompagnement dans la démarche entrepreneuriale. Ouais, il faut. Donc on le dit depuis le début, il faut savoir s'entourer. Donc il y a plein d'associations qui existent pour ça. Effectivement, la BGE, vous avez Femmes des Territoires pour les femmes, Actionnel, etc. Force Femmes. Là, je pense aux femmes parce que j'ai 2 femmes en face de moi, mais il y a plein d'autres. Réseau Entreprendre, voilà. Mais il faut pas hésiter à vous rentrer dans le réseau, dans leur association. S'il y a des cotisations à payer, en général, elles sont assez modestes, juste pour essayer en tout cas. Et si vous n'avez pas le bon feeling avec la personne qui vous suit, si vous vous sentez pas très bien dans cet asso ou ce réseau, allez voir ailleurs. Justement, il faut pas hésiter vous avez le choix, on vous propose le choix, donc choisissez. Delphine, n'hésite pas si tu as envie de prendre la parole, mais j'ai envie de revenir comme Carole, ma question de tout à l'heure. C'était moi je suis salarié, je veux monter ma boîte. Quels sont les conseils que tu peux donner pour quelqu'un qui est salarié et qui a envie de partir de son entreprise pour monter son activité? Alors, mon conseil, c'est de ne pas se lâcher des 2 mains par rapport au principe de sécurité et d'agir en perte acceptable, et de ne pas faire ce que j'ai fait moi, même si moi, ça ne m'a rien coûté, parce que c'était décidé. Donc, moi, je suis partie en démission, mais à l'époque, c'était en 2009, les ruptures conventionnelles, c'était encore un peu des ovnis, c'était assez rare. Maintenant, c'est un mode qui est très, 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 très répandu. J'ai vu une stat récemment, évidemment, je ne m'en rappelle plus, mais enfin, ça a explosé les ruptures conventionnelles en 2020. Donc, quand on est salarié, qu'on veut créer son projet, d'ailleurs là, j'ai des personnes dans ce cas que j'accompagne,
et qui me posaient cette même question, moi je leur dis non, vous ne démissionnez pas, vous ne partez pas tout de suite, on construit votre projet. Il n'y a pas de souci. Si vous avez moins de temps parce que vous êtes à temps plein, on allonge la période de réflexion et vous partez une fois que vous êtes au clair, quoi, voilà, c'est clair pour vous que c'est ce projet-là que vous voulez monter et que donc, si vous avez travaillé sur le comment, c'est clair sur la manière d'y aller. Et après, effectivement, l'idéal, c'est de pouvoir négocier une rupture conventionnelle parce que derrière, ça ouvre des droits au chômage, donc c'est quand même une sécurité pour les personnes. Donc moi, je conseille de tuiler. Parfois, il y a des situations où on peut faire du temps partiel et à côté développer son projet. Ça matche pas toujours, ça ne matche pas toujours parce que quand on est sur deux activités vraiment différentes, l'énergie elle est dispersée. Donc je trouve que c'est difficile de bien développer son projet quand on est salarié à temps partiel. Donc il y a un moment où il faut choisir de partir. Et le conseil très important, c'est qu'il faut absolument que l'entourage familial proche, la cellule familiale, quelle que soit sa composition, soit en soutien du projet, soit en soutien de la personne. Alors quand je dis cellule familiale, c'est vraiment les gens avec qui on vit. Pas le deuxième rang, pas le troisième, pas le reste, parce que à l'extérieur de cette cellule, tout le monde va avoir plein d'avis sur la question. D'ailleurs, les gens qui vont être hyper admiratifs, qui vont dire vas-y, vas-y, vas-y. Ceux qui vont avoir peur, qui vont vous dire surtout pas, mais t'es complètement folle, quitter ton job de cadre, mais là t'es bien au chaud, mais pour qui, mais pourquoi? Il faut savoir que tous les gens qui vous renvoient des choses, ce sont leurs projections. Voilà, donc ce sont leurs peurs, leurs doutes, leurs envies, mais ce ne sont pas les vôtres. Et mon conseil, ce que je dis, c'est si quelqu'un, donc les entendre, mais d'une manière très périphérique. En revanche, si quelqu'un vous dit quelque chose et que ça vous fait réagir, à ce moment-là, travaillez sur pourquoi vous, ça fait vibrer une petite peur ou une petite angoisse et voilà, de travailler là-dessus parce que c'est normal d'avoir des doutes et des peurs quand on entreprend et même après quand on est entrepreneur, c'est tout le sel de la chose. Mais la cellule familiale, c'est les gens ceux avec qui vous vivez. S'il n'y a pas de soutien, c'est vraiment difficile parce que comme c'est plein de hauts et de bas, il faut avoir une épaule qui comprend et qui accompagne, je trouve. La cellule familiale fait partie du savoir s'entourer. Oui, complètement. Delphine, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose peut-être de positif quand même, parce que tout à l'heure tu étais très négatif sur Carole, donc non, mais comment toi, qu'est-ce que ça t'a apporté qu'est-ce que Carole t'a apporté de plus, quelque chose que tu n'avais pas vu au départ, par exemple? Des contacts, par exemple, que j'avais juste à côté de moi et qui peuvent être potentiellement demain je trouve pas mon mot, soit des clients, mais soit aussi des partenaires. Structurer mon offre, parce que l'offre, en fait, je savais ce que je voulais faire, mais mon offre n'était pas du tout construite, donc ça m'a permis de construire mon offre et de l'aboutir dans des choses que j'aurais pas imaginées au départ. Ça m'a permis aussi les coups de mou, comme Carole parlait tout à l'heure, de me rebooster parce que on a tous des doutes. Et aujourd'hui, je suis salariée et voilà, on se dit c'est bien d'être salarié, on est tranquille, on se pose pas de questions. Donc retourner sur l'entrepreneuriat, je sais ce que c'est aussi. Donc Carole a toujours été là pour me rebooster et me dire mais si ton projet il est super, enfin voilà c'est en fait Carole c'est la dynamique aussi du projet, le boost, le petit cachet là qu'on prend et qui ça vous redonne un élan et ça vous fait dire mais oui non mais de toute façon j'y vais, je fonce, j'y vais, c'est super quoi. Donc et c'est vraiment cet échange, ce binôme qui est très constructif et très élévateur. Ça n'a pas de prix, c'est génial quoi, vraiment. Je sais pas quoi dire de plus, mais en tout cas, vous pouvez faire confiance à Carole. C'est une personne qui vous veut du bien. Je sais pas qui c'est qui dit ça, mais il y a un truc comme ça qui vous veut du bien et qui va forcément vous tirer vers le haut et jamais vers le bas. Donc c'est ce qu'il faut quand on monte son activité. Bien, merci Delphine. Avec plaisir. Carole, je pensais à un truc aussi. Pareil, c'est des choses toutes bêtes, mais un salarié va peut-être pas forcément y penser à chaque fois. C'est de regarder son contrat de travail avec son employeur pour voir s'il n'y a pas des clauses de non-concurrence. Ah oui, complètement. Oui. Quand on est salarié, alors ça fait. Enfin, là, du coup, on rentre un peu dans le détail, mais oui, ça fait partie des choses très importantes de vérifier les clauses
Les clauses de loyauté, les clauses de non-concurrence. Et puis, bah, oui, là, il y a des contraintes qui… Bah, après, ça dépend vraiment du métier, du secteur, etc. Mais oui, absolument, il faut le faire. Bien. On va passer aux questions. Ou tu as des choses à rajouter, Carole ou Delphine? J'ai oublié de dire, alors que William, je ne sais même pas comment tu m'as fait pour ne pas dire, mais Ah. dans le genre femme de défi et persévérante, j'ai fait Koh-Lanta en 2008. J'y pensais tout à l'heure, oui, c'est vrai. Oui, oui. Mais c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Et Donc, tu as fait Koh-Lanta je… en quelle année, tu m'as dit? En 2008. 2008. Voilà, et je suis restée 37 jours sur 40. Alors, je dis ça parce que l'une de mes coachs, j'en parle, en fait, j'en parle pas spontanément, facilement. Et j'ai une de mes coachs qui m'a dit, mais Carole, voilà, ça prouve quand même en termes de persévérance et de ténacité que voilà, t'en as un petit peu sous la semelle. Donc oui, je peux être un peu persévérante. Donc quand mes clients ont des coups de mou, je ne lâche pas l'affaire pour eux, ça c'est sûr. Moi, j'ai fait Interville, mais ça compte pas. En quelle année? Bon, on va passer aux questions. Et on a Oui. déjà. N'hésitez pas, à vous cliquez sur l'onglet questions à droite et vous posez votre question. Et je vais commencer par une question qui a été posée avant le début de ce webinaire par Virginie. Alors, Carole, y a-t-il selon vous une différence entre s'autoriser à entreprendre et s'autoriser à entreprendre à nouveau après un échec entrepreneurial impactant? Et quelle est-elle si moi non plus, j'arrive pas à le dire. Si c'est le cas. Voilà, merci. Alors, spontanément, je dirais oui, nécessairement. Maintenant, il y a à travailler autour de qu'est-ce que c'est qu'un échec entrepreneurial impactant. Parce qu'impactant, de quelle manière, en quelle mesure? Parce que ce qui est un échec entrepreneurial impactant pour l'un n'est peut-être pas la même chose pour l'autre. Donc ça, après, il faut travailler par rapport au cas individuel. Et qu'est-ce qu'on entend par échec? Philippe Zilberzahn, justement, il a écrit autour de cette notion d'échec et il explique qu'en fait, quand on raisonne par rapport à un échec, c'est qu'on raisonne par rapport à un but. On est toujours dans cette approche causale. On avait un but, on n'a pas atteint, donc on a échoué. Quand on est dans l'effectuation, il n'y a pas vraiment cette notion d'échec puisqu'on avance étape par étape, on construit petit à petit, voilà, par touche. Donc, il n'y a pas un but prédéterminé. Donc, il y a peut-être moins de notion d'échec. Après, la question que j'ai envie de dire, c'est est-ce que cet échec, est-ce qu'il y a eu un accompagnement au démarrage de cette entreprise? Pourquoi elle a échoué? Il y a vraiment un travail à faire sur les causes. Parce qu'en fait, selon les causes, ça va impacter plus ou moins le fait d'entreprendre à nouveau. Et pour moi, quelqu'un qui se sent en situation d'échec entrepreneurial peut très bien s'autoriser à entreprendre, mais évidemment, il y a un travail à refaire sur la confiance en soi. Alors ça, c'est un point qu'on n'a pas abordé à travers Delphine, parce que Delphine n'a pas besoin de ça. Mais il y a beaucoup de mes clients que j'accompagne où il y a un gros travail sur la confiance en soi ou l'estime de soi. Et le parcours que je mène permet d'avancer là-dessus. C'est vraiment quelque chose sur lequel je permets aux personnes de bien avancer. Parce que forcément, s'il y a une situation d'échec, il y a une atteinte de la confiance en soi. Donc, s'autoriser à entreprendre, il faut retravailler probablement cette base-là. Donc, je dirais, oui, il y a des écarts, mais il faut vraiment travailler la raison de l'échec, le contexte, les causes, pour pouvoir en déduire quels sont les éléments à travailler pour s'autoriser à entreprendre. Mais après, moi, ma philosophie, comme dirait Delphine, il n'y a jamais rien d'impossible pour moi. Donc, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. Et donc, sinon, pour répondre à la question de Virginie, ben, c'est aussi notre mission, nous, chez Second Souffle. Hein. Oui. Chez Second Souffle, nous avons aussi les compétences pour pouvoir répondre et vous faire rebondir, justement, par l'entrepreneuriat. Voilà, même après un échec. Alors, une question… Si je peux me permettre, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Absolument. L'échec n'existe pas. Ce sont les échecs qui nous font avancer. Les expériences. Ça passe mieux quand on dit expérience au lieu d'échec. C'est vrai. Mais moi, c'est l'habitude, je suis chez Second Souffle, c'est vrai qu'on dit souvent le mot échec. Voilà. Bah, tu penseras à moi comme ça. Oui. Ce sera, non, mais je penserai à toi autrement. Oui, je sais bien, mais… Alors, une question de Jérôme. Bonjour, en ayant
un encadrement proche Réticent. réticent, comment être bien entouré? Eh bien, là encore, il faut travailler sur le pourquoi. Pourquoi l'entourage est réticent? Quelles sont les craintes? Est-ce que le projet entrepreneurial ne concerne que Jérôme, si j'ai bien retenu le prénom, ou est-ce que c'est un projet qui implique la famille? Ça dépend comment est construit le projet. Voilà, est-ce qu'il y a une forme d'association ou de travail partagé? Donc, en fait, toujours, il faut travailler sur le pourquoi et les causes. Et ensuite, ça peut être à celui qui porte le projet, si c'est vraiment son projet, que c'est ce projet qui le fait vibrer, que c'est sa fibre, que c'est ce qu'il veut faire, eh bien, ce sera à lui aussi de convaincre autour de lui son cercle proche. Et là aussi, on peut travailler là-dessus, sur de l'argumentaire. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait avec la... Alors, je montre là, mais parce qu'elle est partie hier, elle était dans mon bureau hier. Voilà, là. C'est quelque chose que j'ai fait avec cette personne hier. Ça fait des ravages, hein, la cocaïne et puis l'alcool. Hein. C'était exactement sa problématique. Voilà, une difficulté. Et pour l'instant, c'est son frein, c'est-à-dire qu'elle a du mal à revenir à l'entrepreneuriat parce qu'il y a un contexte familial qui n'est pas porteur. Mais elle a vraiment fait un grand chemin sur le fait de faire accepter à son entourage qui elle est vraiment, ce qu'elle veut vraiment. Mais là, après, on touche au personnel. Hein. Donc moi, je fais pas de thérapie personnelle, mais à travers le chemin entrepreneurial, forcément, un entrepreneur, c'est un individu, c'est une personnalité. Pour moi, les deux sont liés. Donc, il y a des moments où on va aller toucher les petits éléments pour essayer de décoincer ces choses-là. Donc, pour moi, on peut arriver à avancer, mais il faut travailler sur le cas particulier de la personne. Quoi. Difficile de répondre comme ça de manière générale. Oui, c'est sûr. Delphine, de ton côté, tu étais bien soutenue? Moi, je peux intervenir par rapport à ça. Alors, moi, mon mari me soutient à fond. Ce que là, ce que je veux faire, c'est pas connu et il avait quand même des doutes. Et c'est vrai qu'au début, c'est un peu difficile parce que j'ai toujours eu l'habitude qu'il soit à mes côtés, à me porter, à m'élever, tout ça. Et en fait, le fait de travailler avec Carole sur le contenu, le sujet et tout ça, j'ai pu avoir des arguments, en fait, à lui apporter et à lui montrer que, et du coup, ça l'a aussi rassuré. Parce que c'était juste une question de peur, de se dire, voilà, si elle se plante, j'ai pas envie de ça, quoi. Et en fait, ça a vraiment impacté aussi mon couple, le fait de travailler avec Carole et de lui apporter des A plus B. Si, tu vois, en fait, voilà, ça se construit comme ça, parce que c'était de l'inconnu pour lui, en fait. Donc, il a fallu rentrer dans le vif du sujet pour lui faire connaître. Et puis, je l'ai mis en action. Je lui ai fait une thérapie. Et puis voilà. Donc, ça fonctionne. Non, mais bravo. c'est vrai que ça fonctionne. Mais c'est vrai que quand l'entourage à côté a des doutes, ça peut vite te donner des doutes. Oui. Effectivement. Tout à fait. Mais Carole et c'est un point très positif aussi sur l'argumentation. Oui, c'est quelque chose que j'adore, argumenter. Ça marche. Je peux passer à la question suivante? Oui, je peux. Bon, alors, Sylvie, là on va rentrer un peu plus dans le détail. Sylvie te demande, Carole, selon le projet envisagé, quel nombre de séances et à quel prix en fonction de l'objectif? Oui, alors en fait, moi j'ai vraiment modélisé mes parcours, qui sont donc des parcours d'accompagnement individuel, mais avec une structure que j'ai construite qui est entre guillemets la même à chaque fois, parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc j'ai construit ce chemin. Quand on est sur, moi je peux donner mes tarifs, je n'ai pas d'état d'âme avec ça. Quand on est sur la partie amont, donc qui correspond à trouver son idée, clarifier son idée ou arbitrer entre plusieurs idées, c'est un parcours que j'ai construit sur 6 semaines et que je vends 1 500 € hors taxe. Et la partie 2, qui est donc le comment, quand on monte vraiment son projet, en partant donc du porteur de projet, le business model, et en intégrant l'étude de marché, je suis à 1 800 € hors taxe. Et là, c'est un parcours qui est sur 8 semaines. Donc, le temps, c'est le temps que je trouve minimum pour bien travailler. Après, on peut l'étaler, on peut l'étendre quand il y a besoin ou quand il y a des points de blocage et qu'il faut approfondir. Et la manière dont je travaille, en fait, je fournis des trames de travail, d'exercices
la personne produit et écrit, on est bien d'accord, et on a un débriefing individuel, en général hebdomadaire. Voilà. Et ce que j'avais proposé par rapport à l'association Second Souffle, c'était d'avoir j'ai proposé à William de faire une remise, entre guillemets. J'ai horreur ce mot-là, mais j'ai pas réfléchi à d'autres mots, une réduction pour les personnes qui viendraient suite à ce webinaire, donc avec une remise de 15% sur ces offres. Mais en général, je ne vends jamais mes offres comme ça au pied levé. Il y a toujours un temps d'échange. Donc, je propose en fait une session privée gratuite d'une demi-heure où la personne donc choisit un créneau dans mon agenda et suite à la discussion, on voit quel est son besoin déjà pour que moi je puisse bien la caler. Et après, elle peut aller vers une offre. Et après, j'ai des formules sinon en abonnement, avec du coup différents tarifs, où là, c'est vraiment un pack de séances. Donc, les gens qui n'ont pas envie de rentrer dans un parcours, aussi, on considère que le besoin n'est pas celui-là. Il y a juste besoin de retoucher des choses ou d'aller sur certains points. Ça peut être sous forme de séance. Et là, j'ai des packs d'abonnement qui démarrent à 150 € par mois avec un certain nombre de séances, etc. Et les gens consomment, entre guillemets, les séances comme ils veulent, voilà, dans la durée, et ça peut permettre de faire juste un focus sur certaines questions qui les bloquent. Très bien. Je reviens juste sur la question et je vous mets tout de suite dans le chat le lien pour pouvoir, si vous voulez avoir… c'est 30 minutes, c'est ça, Carole? 30 minutes. Oui, 30 minutes, ouais. 30 minutes pour parler pour parler à Carole de votre projet. Je vous le mets dans le chat. Voilà, c'est parti. Vous cliquez dessus, vous choisissez une date, un horaire, et puis vous aurez l'énorme chance et bonheur de pouvoir discuter avec Carole. Je reviens sur la question qu'avait posée Sylvie. Sur ta première partie, tu dis, enfin sur la première activité, tu dis que ça dure 6 semaines. Oui. 1500 €, mais combien de séances en fin de compte sur les 6 semaines? C'est pas En toujours… fait, comment dire, en théorie, 6 séances d'une heure, mais en fait, je fonctionne vraiment en mode forfait. C'est-à-dire que s'il y a besoin de moins, s'il y a besoin de moins, il y a un peu moins. S'il y a besoin de plus, il y a un peu plus. Moi, je m'adapte à la personne. Donc, c'est un forfait. Et bon, alors évidemment, il ne s'agit pas de faire des séances tous les jours. Mais en plus, j'ai même pas expliqué, mais j'ai des bonus qui sont inclus dans le prix. Notamment, j'ai une hotline. Alors moi, je fonctionne avec WhatsApp où du coup, je travaille avec mes clients en leur fournissant donc un accès à mon WhatsApp. Et du coup, il y a une hotline permanente. Bon, je dors quand même la nuit, tant bien que mal. Mais du coup, la personne qui est bloquée ou qui a une question, un coup de mou, elle me met un petit message dans WhatsApp et moi, je suis là pour interagir. Enfin, je suis toujours là en soutien en réalité. Donc, et le nombre de séances sur le premier module, normalement, c'est 6. Voilà. Mais parfois, les gens avancent vraiment bien tout seuls, ont un petit peu moins besoin de séances. D'autres ont un peu plus de besoin de séances. Donc, je considère que les uns mutualisent avec les autres. Voilà. Le lien Calendly ne fonctionne Oui, pas. il ne marche pas. J'allais te dire, il y a un M au bout de privé. Je ne sais pas pourquoi. C'est privé sans N au bout. Je ne sais pas pourquoi il y a un M. Oui. Voilà, je vous le remets sans le M. Vous pouvez Ça cliquer. devrait marcher. Très bien. Alors, Arnaud, est-ce que ça peut être financé par le compte formation? Non, non, non. Ah non, non. Ça ne peut pas parce que je ne suis pas organisme de formation et que je ne veux pas être organisme de formation. Donc, parce que voilà, c'est énormément de temps administratif, de gestion et que surtout, je ne me positionne pas en tant que formatrice, je suis vraiment dans l'accompagnement. Donc voilà, je sais que c'est une question qui m'est souvent posée, mais les prestations que je fais, que je propose, non, ne rentrent pas dans ce cadre-là. Bien. Oui, puis c'est compliqué pour être organisme de formation. Après, il faut être Calliope, ça coûte énormément d'argent. C'est également… Oui, puis au-delà de ça, alors un autre point, tout le monde sera peut-être pas d'accord avec moi, mais pour l'avoir expérimenté aussi sous différentes facettes, en fait, moi je me rends compte que quand les gens investissent de l'argent, puisque moi je considère que c'est un investissement plus qu'une dépense en termes de mots, eh bien ils sont engagés.
Je fais par ailleurs du mentorat dans un programme de formation qui accompagne des gens qui veulent créer leur commerce de proximité. Donc, c'est voilà, ceux qui ont envie de faire du commerce de proximité, contactez-moi. Je peux vous renvoyer vers cette formation qui est collective. Moi, quand je vais accompagner des commerces de proximité qui se créent, je suis en accompagnement individuel, donc on n'est pas sur la même prestation. Donc là, c'est entre guillemets gratuit pour les gens. Et bien, il y en a je ne sais pas combien, qui lâchent l'affaire au bout d'une, 2 semaines, parce que finalement, ça leur a rien coûté vraiment, quoi. Et donc, moi, j'ai envie d'avoir en face de moi des gens qui sont motivés, qui sont engagés. Donc, et je trouve que finalement, c'est comme quand on va à la salle de sport, hein, si on paye la salle de sport, on y va. Si on a son tapis chez soi, là, juste là, ça marche moins bien. C'est vrai, même avec un vélo elliptique. Bon, écoutez, j'espère qu'on a répondu à tout le monde, même à Katia qui avait posé une question, peut-on avoir le mail de Carole? Mais Katia, cliquez sur le lien pour prendre un rendez-vous, c'est gratuit, exprès pour nous, Second Souffle, donc allez-y. Voilà, bon, je ne vois plus de questions pour le moment. Je vais vous parler de ce qu'on aura la semaine prochaine comme webinaire. Une autre Julie, la semaine prochaine. Ah oui, et en plus elles se connaissent. Ah oui. Voilà, la semaine prochaine, on reste dans les territoires et on a envie de justement d'y aller dans nos territoires ruraux ou peut-être un peu moins ruraux aussi, mais quand on a envie de changer de cadre de vie, comment bien choisir sa commune, son département, sa région, qui va pouvoir nous aider? Eh bien, Julie Lévesque a construit une plateforme formidable qui s'appelle Comme une opportunité. Il est fin le jeu de mots, hein. Donc c'est très dur à dire, mais pour le dire facilement, vous enlevez l'apostrophe, hein, vous mettez comme une opportunité, qui est une plateforme justement où vous allez pouvoir mettre votre projet et dire à peu près dans quelle région vous voulez aller, ou même directement la commune. Et l'équipe de Julie va s'occuper de vous faire rencontrer, de voir, de dialoguer avec la commune, le département et autres, pour pouvoir mettre votre projet dans de bonnes conditions. Voilà, donc ça c'est la semaine prochaine, vendredi 18 juin. Et puis la semaine d'après, dans 15 jours, on retrouve notre partenaire Google, hein, ça sera donc Fabien de Google qui sera là. Et on vous parlera de YouTube. Voilà, c'est important, on parle souvent des réseaux sociaux, de Facebook, etc. Mais on en oublie quelquefois les principaux, hein, YouTube, mais tout le monde ne fait pas de la vidéo. Donc ça sera le 25 juin et ça sera le dernier webinar de cette saison. Et on reprendra après au mois de septembre, parce que tout le monde a envie de partir en vacances. Il y a déjà le soleil est déjà là, donc on a envie d'y aller. Voilà. Et puis donc à la fin de ce webinaire, comme chaque semaine, vous serez redirigé automatiquement sur la page Second Souffle où vous retrouverez ces images pour pouvoir s'inscrire au webinaire de la semaine prochaine. Voilà. Merci Delphine. Merci beaucoup Carole. Merci. Attendez. Merci. Attendez. On a encore un petit peu de temps, de toute façon. J'ai une question de Isabelle. Si j'ai bien compris, vous accompagnez aussi pour les projets de prestation. Ah oui, moi je suis tous azimuts. Oui, que ce soit la prestation de services ou de la vente de produits, pas de souci. Voilà, et elle précise, Isabelle, en médecine douce. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de monde qui vient en médecine douce, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'installe dans ce domaine. Donc là, il y a un gros travail à faire sur la différenciation et voilà, le positionnement et plein de choses à faire. Mais après, j'ai aussi des métiers voilà, dans d'autres secteurs, hein, en prestation de services, donc pas de souci. Bien, merci beaucoup Delphine, Carole. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end chaud. Donc profitons-en. Les terrasses sont ouvertes, les piscines, non pas les piscines encore, je crois pas. C'est bien dommage. Branchez le jet d'eau, ouvrez la baignoire, ouvrez la douche. Il va faire très chaud ce week-end. Je vous embrasse et je vous dis la semaine prochaine, vendredi 14h. Bon week-end. Ciao. Merci William, ciao. Salut Delphine.